Le Collège de France dédie depuis 4 ans une de ses chaires annuelles au grave problème de la pauvreté et de l'étude des moyens d'en combattre les conséquences. Il s'agit d'un problème essentiel, très grave, si l'on sait que 2 milliards d'hommes, de femmes et d'enfants dans le monde sont dans la misère. Le thème de la chaire Savoir contre pauvreté évolue d'année en année pour se focaliser sur un des aspects de ce problème. Nous avons commencé il y a 4 ans avec le problème économique. Esther Duflo nous a parlé de microcrédit et de la façon d'adapter ce microcrédit au contexte politique, économique, social, voire psychologique des différents pays en voie de développement. Ensuite, on a eu une année où on a parlé de la pandémie du sida dans le monde avec Peter Piot. L'année suivante, Ismail Saraguedine, qui a été un des directeurs de la Banque mondiale, nous a parlé des problèmes de la faim dans le monde et des développements de l'agriculture. Enfin, l'année dernière, Manuela Carneiro d'Acunha nous a parlé des problèmes des droits des minorités, en particulier des droits des populations des peuples autochtones dans les pays d'Amérique latine, du droit international qui se développe pour la protection de ces peuples et des relations entre ces populations et les gouvernements. Pendant ces 4 années, cette chaire a été organisée et financée en partenariat avec l'Agence française de développement, que je voudrais remercier pour l'aide qu'elle nous a apportée pour la mise en place de ce programme qui a été extrêmement réussi. À partir de cette année, l'AFD a décidé d'orienter ses actions dans d'autres directions, mais le Collège de France a pensé qu'il était utile de continuer sur ce thème savoir contre pauvreté, dont nous sommes loin d'avoir complètement épuisé, évidemment, les sujets, puisqu'il s'agit de problèmes extrêmement variés. Et cette année, nous allons en avoir une illustration en abordant les problèmes de la santé, géopolitique de la santé mondiale. C'est donc Dominique Kerouédan qui va nous en parler. Et avant de lui donner la parole, je voudrais rappeler rapidement son profil et son cursus. Dominique Kerouédan, vous avez accumulé un nombre impressionnant de diplômes en France et aux États-Unis en médecine, en santé publique, en droit international et également en épidémiologie. Et ces diplômes, vous les avez accumulés parce que vous avez voulu vous armer au mieux pour aborder le problème qui vous passionne, qui est celui de la lutte contre la misère sanitaire. Ce qui vous intéresse avant tout, c'est le contact direct avec les hommes et les femmes sur le terrain. Et vous avez commencé, dès le début de votre carrière, par des missions dans des pays qui sont difficiles d'accès. Vous avez commencé par travailler à la frontière afghane au moment de la première guerre d'Afghanistan pour organiser donc les programmes de santé, la formation des sages-femmes en particulier dans des camps de réfugiés. Ensuite, vous avez travaillé en Thaïlande, puis dans différents pays d'Afrique et d'Amérique latine. Je sais que le problème qui vous touche le plus, c'est le sort réservé aux femmes, en particulier aux femmes enceintes, et vous parlez souvent de la différence dramatique à l'égard de leur mortalité qui existe dans ces pays. Je crois que le sort des femmes est un problème qui dépasse d'ailleurs largement les stricts problèmes de la santé, et le sort des femmes, des filles en particulier, dans les pays où la pauvreté, la conjugaison de la pauvreté, du manque d'éducation et le machisme créent des conditions dramatiques. Et je pense que sans doute l'un des thèmes des chaires Savoir contre pauvreté pourrait dans une année future, être consacré spécifiquement à ces problèmes. Et je suis sûr, parce qu'on en a discuté, que vous approuveriez une telle initiative. Mais je ferme cette parenthèse et j'en reviens à votre parcours. Votre réputation croissante sur le terrain a fait de vous un expert qui est sollicité de façon répétée pour évaluer des programmes liés à la gestion de la santé sur le plan mondial. On vous a demandé souvent des avis sur la gestion d'un certain nombre de problèmes et vous avez manifesté votre indépendance en donnant souvent des avis sans complaisance, comme celui que vous avez porté en particulier sur la gestion
des problèmes liés au sida. Vous avez effectué toujours sur le terrain un grand nombre de missions à la demande de grandes institutions françaises, étrangères et internationales, et vous avez également contribué à la rédaction de rapports importants demandés par le gouvernement sur la gestion des programmes d'aide sanitaire dans le monde. Vous avez enfin créé récemment un enseignement de santé globale à l'École des sciences politiques de Paris. Toutes ces tâches, vous les accomplissez avec une grande détermination. Vous pratiquez votre inlassable activité de terrain avec une méthode et une rigueur toutes scientifiques, et je cite là votre présentateur au Collège de France, Philippe Kourilski, que vous avez connu à l'occasion de la rédaction de certains de ses rapports et qui a signé la préface de votre dernier ouvrage collectif. Il vous a présenté avec un grand enthousiasme à l'Assemblée des professeurs, et nous nous réjouissons donc de pouvoir bénéficier de votre vaste expérience en suivant l'enseignement que vous allez nous donner sur les problèmes de la santé mondiale. Je sais que vous terminerez aussi cette série de cours par un colloque international, et je suis sûr que tout cela sera d'un très grand intérêt pour votre auditoire. Je vous donne maintenant la parole. Je vous remercie. Monsieur l'administrateur, Mesdames, Messieurs les professeurs, honorables invités, nous voici ensemble en voyage. Je marche avec ma sœur sur la piste en latérite. Il est midi, la chaleur est accablante. Nous sortons de l'école maternelle en croquant une tige de canne à sucre. Bouaké, au début des années 60, est un gros village au cœur de la Côte d'Ivoire. Le paludisme est la maladie qui tue le plus alentour, les enfants et les femmes enceintes surtout, petits êtres fragiles où la vie bourgeonne. Les États d'Afrique de l'Ouest ont depuis peu gagné leur indépendance. Le joli nom de Léopold Sédar Senghor berce le Sénégal. Félix Houphouët-Boigny devient président de la Côte d'Ivoire. Il le restera jusqu'à sa mort en 1993. Je suis alors médecin coopérant à Abidjan. Ainsi pourrait commencer le récit de mon profond attachement à l'Afrique et au Sud. Recherche et combat contre le sida, aide humanitaire et au développement, de Roisa à Quetta et Peshawar, puis Chiang Mai, Mopti et Tuléar, en passant par Brazzaville, Pointe-à-Pitre, Asmara, tenter d'améliorer la santé des populations n'est qu'une bataille face à l'injustice. Me voici en escale, entourée de savants au Collège de France. Non moins qu'un honneur, c'est une chance immense d'être parmi vous, chers professeurs. Toute ma vie, je serai reconnaissante à Philippe Kourilski et à Pierre Corvol de m'avoir invité à savourer sans satiété la dégustation de la connaissance partagée. Unis par nos valeurs, chacun explore ce que l'homme et le monde ont en eux de plus mystérieux. Humilité, courage intellectuel, ardeur et joie au travail, comme cet univers est stimulant. Loin d'être un aboutissement, j'ai plutôt le sentiment d'une initiation, d'un commencement. Dans le sillage du grand Haris Memel Fauté, anthropologue à Abidjan, élu professeur au Collège de France en 1995, présenté par Françoise Héritier, la chaire Savoir contre pauvreté s'apprête à accueillir la pensée de figures scientifiques, humanitaires et politiques d'Afrique, d'Europe, du Brésil et de l'Inde. Leur expérience sur le terrain est inestimable. Selon la vocation du Collège de France, à enseigner toutes choses conformément à sa devise Docet Omnia, je me demande quelles sont les bases scientifiques de la santé mondiale. Il n'est pas simple d'y répondre, tant le domaine est mouvant, issu de la santé publique, devenu international, puis transnational en pleine mondialisation. Henri Bergson, professeur au Collège de France, en 1900, reconnaissait que l'invention doit être partout, jusque dans les plus humbles recherches de faits, jusque dans l'expérience la plus simple. Là où il n'y a pas un effort personnel et même original, ajoutait-il, il n'y a même pas un commencement de science. Santé mondiale nous vient de la traduction de Global Health. Le fait que le concept émerge ailleurs que dans le monde francophone
pourrait insinuer une force géopolitique si nous ne savions pas en clarifier le contenu à la lumière de nos pratiques cinquantenaires de santé et développement. Cette question sémantique n'est pas anodine. Il se pourrait que notre culture elle-même soit confisquée et notre pensée bridée au profit de la pensée dominante sur le Global Health, insuffisamment attentive de notre point de vue aux préoccupations locales, en particulier à l'Afrique pauvre du Sahel et du Centre. Connaître dans le domaine de la santé mondiale nous invite à combiner de manière subtile les apports de la géographie, de l'anthropologie, de la science politique et du droit, bien sûr de la médecine et de la santé publique. Toute discipline où la recherche du sens fait comme oublier la mort, disait Memel Fauté. Avons-nous atteint les contours de ce que l'anthropologue appelle la fécondité heuristique des sciences sociales dans leur et par leur omnidisciplinarité, et du concept de science sociale synonyme de science utile? À moins que ce ne soit le concept de science lui-même, dirais-je, qui soit à refonder, tant l'appréhension de réalités enchevêtrées semble irréductible aux méthodes reconnues pour accéder à la connaissance. Tentons d'éclairer autrement les limites des stratégies internationales en faveur de la santé des pays pauvres. Recourir à la philosophie de la mondialisation, telle que l'enseigne Monique Castillo à Paris et Bénézère Njomwele au Cameroun, fut réconfortant. Explorer les géopolitiques en toile de fond de nos problématiques, ou lire même quelques pages de Frédéric Gros, Emmanuel Wallerstein, Michel Serres ou Edgar Morin, nous rapproche pas à pas de la vérité. Le vocabulaire de la géopolitique, puissance, pouvoir, souveraineté, sécurité, territoire, velléités et rivalités, cartes et positionnements, caractérise avec plus de justesse les relations internationales contemporaines dans le champ de la santé que celui de la seule gouvernance de l'architecture de l'aide au développement. Apprendre de l'histoire me paraît une nécessité éthique de l'exercice politique de nos métiers. Pour l'historienne Virginia Berridge, les savoirs historiques devraient même faire partie de l'information, the evidence, à partir de laquelle les responsables politiques pourraient mieux fonder leurs décisions. L'histoire de la santé publique en Europe s'intéresse aussi à la médecine coloniale au sein des empires français et britanniques. C'est l'époque des innovations pharmacologiques et anti-infectieuses, des découvertes biologiques en France et sur leur terrain, d'Alphonse Lavéran, Charles Nicolle, Louis Pasteur et Eugène Jameau. En Allemagne, Robert Virchow se distingue sur la médecine sociale et Robert Koch découvre le bacille de la tuberculose. Filippo Passini découvre le vibrion du choléra. Sir Ronald Ross et Sir Patrick Manson sont honorés à la London School of Hygiene and Tropical Medicine. De Bombay à Londres, de l'île de Gorée à l'Amérique, épidémies et guerres ont accéléré le développement des hôpitaux. La vocation des services de santé militaires est de préserver la santé des combattants. Les populations autochtones sont servies à leur tour. Le commandement puis le pouvoir politique prirent très vite conscience de l'intérêt de ce type d'action en matière de pacification. Nous devons aux médecins militaires et à Marc Gentilini nos savoirs sur la médecine tropicale. Maître, vous nous honorez de votre présence ce soir. Nous envions votre jeunesse et votre inlassable énergie à tempérer la douleur du monde. C'était le titre de votre ouvrage. Alexandre Yersin, disciple de Louis Pasteur, installe son laboratoire de biologie à Nha Trang, dans une paillote qui deviendra le premier institut Pasteur d'Indochine. Lors de l'épidémie qui sévit à Hong Kong en 1892, Yersin isole le bacille causal de la peste. Dans une lettre qu'il envoie à sa mère, raconte le médecin militaire Jean-Marie Millet-Liry, Alexandre Yersin écrit « C'est un petit bâtonnet un peu plus long que large et qui se colore difficilement. Prudent, il termine « Chère maman, lave-toi les mains après avoir lu ma lettre pour ne pas gagner la peste. » 100 ans avant la création de l'Organisation mondiale de la santé, la gouvernance sanitaire prend sa source au confluent des compétitions des empires coloniaux. La première conférence sanitaire internationale réunit à Paris en 1851 médecins et diplomates de 11 États européens auxquels se joint la Turquie. Un projet de règlement sanitaire est adopté que seule la France et le royaume de Sardaigne auront ratifié 2 ans plus tard. Il s'agit moins pour les États
de maîtriser les épidémies de choléra, de peste ou de fièvre jaune, que de s'entendre pour réduire au minimum les mesures de quarantaine qui s'avèrent coûteuses pour le commerce. Voici une belle illustration de ce que Guillaume Devin commente de la réflexion de David Mitrani, auteur du célèbre ouvrage A Working Peace System, paru en 1983. Les progrès laborieux de la coopération internationale sont moins dus à la sagesse politique des États qu'au rapprochement de leurs intérêts matériels. Dans un essai remarquable, Sheldon Watts met en évidence qu'en 1868, à la veille de l'ouverture du canal de Suez, un an plus tard, l'Empire britannique fait fi des découvertes épidémiologiques de John Snow sur la transmission du choléra à Londres et va jusqu'à nier la propagation en Europe de cette épidémie à partir de Bombay, en Inde. Cette tension entre la science et le pouvoir politique, subordonné aux intérêts commerciaux, constitue dès sa naissance le paradoxe inhérent à la santé mondiale. C'est lors de la conférence sanitaire internationale de 1897 consacrée à la peste que le père de Marcel Proust, Adrien Proust, propose la création d'un office permanent de santé. L'Office international d'hygiène publique sera créé par l'arrangement de Rome en 1907. La Fondation Rockefeller, dont la coopération internationale commence en 1913, il y a tout juste 100 ans, finance l'organisation d'hygiène de la Société des Nations de l'entre-deux-guerres. La Fondation américaine finance même en France, en 1917, le Comité national de défense contre la tuberculose, puis notre Office national d'hygiène sociale. Incontestablement, la Fondation Rockefeller a facilité la création d'un réseau mondial d'experts de santé. La présidente de l'Association américaine de santé publique, Leona Baumgartner, reçoit de la Fondation en 1959 les financements lui permettant d'inviter à son assemblée générale aux États-Unis d'illustres professeurs du Ghana, de l'Inde, du Japon et de l'Union soviétique. La même Leona Baumgartner devient 4 ans après administratrice de l'Agence de coopération au développement du gouvernement des États-Unis, USAID. Forte de son passé associatif, Leona s'attelle à orienter l'aide américaine à prendre une envergure décisive en matière de santé. En pleine guerre froide, le président John Fitzgerald Kennedy, fondateur politique de USAID, brandissait devant le Congrès traditionnellement isolationniste la coopération au développement comme une stratégie puissante pour contrer la progression du communisme. La charte de l'OMS sur la promotion de la santé, publiée à Ottawa en 1986, reconnue alors comme portant une vision innovante de santé publique, souligne qu'en matière de santé, les conditions et ressources préalables sont la paix, un abri, de la nourriture et un revenu. Autant de sujets de santé mondiale. Au même titre que le sont les violences envers les femmes, la mort de femmes enceintes et d'enfants, la santé des adolescents et les prisonniers, ne les oublions pas. Les risques pandémiques et les enjeux de propriété intellectuelle et d'accès aux médicaments, tels qu'ils se jouent entre les patients, la société civile, les États et l'Organisation mondiale du commerce, sont bien l'une des expressions contemporaines de la géopolitique économico-sanitaire. 50 ans après mon souvenir d'enfance, Bouaké est devenue une plaque tournante, cosmopolite ouest-africaine gigantesque. Transitions démographiques et épidémiologiques sont en marche en Afrique, avec de plus en plus de malades et de moins en moins de soignants, confrontés sur ce seul continent à un quart de la charge mondiale de maladies. En toile de fond sévissent les instabilités politiques et 5 crises alimentaires, énergétiques et climatiques, économiques et financières, dont nous pourrions explorer les effets sanitaires et géopolitiques réciproques. Le vieillissement des populations, qui sera plus rapide au sud, nous prévient Gilles Pizon, et les maladies chroniques, dont les cancers, prennent le temps et l'énergie de personnel et de systèmes de santé submergés. En l'absence de protection sociale dans la plupart des pays pauvres d'Afrique, comment les sociétés feront-elles face à ces fléaux de l'urbanisation, tout en maîtrisant les pandémies résistantes et les maladies tropicales de toujours? La population du continent africain va doubler d'ici à 2050.
Sur notre planète, 1 personne sur 5 sera alors africaine. Le modèle bismarckien de couverture du risque maladie protégeant la productivité du travailleur, reposant sur un paradigme curatif de la santé, déficitaire de surcroît, peut-il être une référence à la couverture universelle? Face aux transformations du monde contemporain, le paysage institutionnel en faveur de la santé des pays pauvres accueille aux côtés de l'OMS de nouveaux acteurs économiques et financiers, publics et privés. Bien que la première réunion mondiale sur la santé ne soit suivie d'aucun plan opérationnel, rétablir un équilibre d'attention entre d'un côté les maladies infectieuses et de l'autre les systèmes de santé dans leur ensemble est déjà l'une des motivations de la conférence d'Alma-Ata en 1978. Il s'agit de renforcer les soins de santé primaires pour mieux prévenir et soigner les maladies. L'éradication du paludisme s'avère en effet plus compliquée que pour la variole, que l'humanité vaincra 200 ans après que le médecin anglais Edward Jenner ait affiné la méthode d'inoculation importée en Occident de Chine et de l'Empire ottoman, nous rappelle la revue Prescrire très récemment. Dans les années 90, la Banque mondiale et la Commission européenne font une entrée remarquée sur la scène sanitaire des pays en développement, en se proposant de financer la réforme des systèmes de santé. L'initiative de Bamako introduit le financement privé par les usagers des services publics de soins. En pratique, cette stratégie exclut les indigents, des hôpitaux notamment. Qui sont les indigents s'insurge le directeur régional de la santé de Tuléar, région la plus pauvre de Madagascar, dans un pays où plus de 70% de la population survit en dessous du seuil de pauvreté. Marc Gentilini, vous le disiez, plus que la maladie, la souffrance et la mort, c'est l'inaccessibilité aux soins qui constitue un scandale permanent de la fin de ce siècle. 30 ans plus tard, la directrice générale de l'OMS, Margaret Chan, tente de réhabiliter Alma-Ata dans un contexte où la pandémie de sida, cette fois, concentre l'attention politique et les financements mondiaux. L'impact est considérable en termes éthiques. Pourtant, il passe inaperçu. Dans le même hôpital, le patient atteint de sida est parfois traité ou ceux souffrant de méningite, d'hépatite ou de fièvre typhoïde meurent dans l'indifférence. Dans les pays où les profils épidémiologiques ne sont pas dominés par le sida, la Cour européenne des comptes déplore ces déséquilibres que certains auteurs qualifient de misfinancing in global health. Depuis Seattle, International Health Metrics and Evaluation montre dans l'ensemble des régions et depuis plusieurs années la déconnexion, the disconnect, entre les décaissements de l'aide en faveur de la santé et l'ampleur des maladies. L'histoire, la demande des pays, les intérêts politiques et commerciaux orientent l'allocation de l'aide. Dans le même esprit, nous pourrions nous interroger sur l'indépendance politique et scientifique du choix des priorités de recherche entre ce que nous souhaitons connaître et ce que nous choisissons d'ignorer de la condition humaine. Selon l'historien Georges Soutou, les États ont ressenti dès les débuts de la mondialisation la nécessité d'un contact plus informel et extérieur aux organisations internationales pour régler plus rapidement les problèmes nouveaux qui se posaient et qui paraissaient dépasser les organisations existantes. Ce fut l'origine du G7 en 1975. Ce fut aussi la création du G20 en 2008. Au tournant du millénaire, en pleine mondialisation, les enjeux sont tels qu'ils ne peuvent être envisagés que collectivement. La santé figure à l'ordre du jour des sommets du G8, du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale des Nations unies. À leur aide sanitaire bilatérale, la France et la Commission européenne privilégient le financement d'initiatives mondiales pilotées à distance. L'Inde et le Brésil fabriquent des médicaments génériques, la Chine bâtit des infrastructures. De ces concertations émanent des partenariats mondiaux, aux instances dirigeantes desquels s'invitent le secteur privé industriel et les mécènes philanthropes, dont les volumes financiers et les politiques imposent de fait leurs priorités, selon une gouvernance qui fait trembler l'indépendance et l'autorité de l'OMS. Émergent des tensions,
non résolu à ce jour, entre partnership et leadership. À l'échelle nationale, les autorités du pays sont censées diriger. Les ministères de la Santé, moitié ignorés, moitié méprisés, selon l'expression reprise par Léon Murard et Patrick Zilberman, vous confieront leurs difficultés à cet égard. À l'échelle européenne, l'art politique oscille entre souverainetés et subsidiarités, compétences. Les aéropages restreints de l'archipel de la gouvernance mondiale, G8 ou G20, ne sont-ils pas tentés de prendre en main la conduite de notre globe, se demande le diplomate Alain de Jamet. Quel rôle l'Union européenne entend-elle prendre de son côté, à l'échelle locale et mondiale? Comment réconcilier diversité et universalité sans basculer dans le totalitarisme de l'uniformisation que suscite, si l'on y prend garde, la tentation idéologique de globalisation inhérente au mouvement de mondialisation? Rien d'étonnant alors, nous dit le philosophe Pierre Manant, si nous nous réfugions dans une idée confuse de l'unité humaine, unité imminente qui résoudrait par une sorte de nécessité interne le problème de l'ordre humain que nous ne savons plus comment poser. Des financements innovants sont créés pour sécuriser et inciter l'industrie à produire médicaments et vaccins en grande quantité, à plus bas prix, au bénéfice d'un marché de pauvres. Depuis le rapport en 1987 de la Banque mondiale sur le financement des services de santé, au prélèvement de taxes 20 ans plus tard sur l'achat de billets d'avion, puis sur les transactions financières, les dirigeants de nos pays sont créatifs à innover dans la finance. L'argent est présenté comme la solution aux défis contemporains. Cette réponse n'est-elle pas plutôt un alibi à notre incapacité à reconnaître les limites des remèdes palliatifs que nous proposons? Les inégalités d'accès aux soins masquent l'asymétrie de l'aide et les inégalités d'accès au savoir et à l'expertise. La connaissance n'est-elle pas la condition même de l'appropriation, de la pérennité et de l'émancipation, autant de fenêtres ouvertes sur un avenir plus serein? La réciprocité des flux d'expérience et de savoir entre différentes parties du monde est menacée par la non-représentation au Sud des partenariats mondiaux et des instances innovantes de financement dont les sièges sont à Genève ou à Londres. Le retrait du terrain de l'expertise bilatérale de long terme signe de fait la fin de ce qui fut le plus gratifiant et l'exception française, belge, allemande, européenne dans l'exercice de la coopération. Réfléchir et travailler ensemble à éprouver in situ des réponses renouvelées. Que pensent les intellectuels? Tant qu'on ne montrera pas clairement, dit Memel Fauté, que les formations techniques et politiques sont différentes dans leur conception de l'intellectuel et de son rôle, on n'avancera pas. Contemporains, Michel Foucault à Paris et Aris Memel Fauté à Abidjan partagent sans le savoir une vision commune de l'intellectuel. Ceux qui sont promus dans les villes à ces tâches de réflexion, dit l'anthropologue, doivent assumer cette part de médiation à l'universel, de veiller sur les peuples, d'éclairer des sentiers incertains, bref, cette tâche d'être une conscience. En s'intéressant de son côté au courage de la vérité de Michel Foucault, Frédéric Gros met en lumière l'éthique de l'intellectuel engagé plutôt que la morale du philosophe, et le cite. « Je dirais que le travail de l'intellectuel, c'est bien en un sens de dire ce qui est, en le faisant apparaître comme pouvant ne pas être, ou pouvant ne pas être comme il est. » En réponse à la situation, comment la communauté internationale en arrive-t-elle à innover dans le financement mieux que dans la stratégie? Attitude qui risque de compromettre encore longtemps l'impact d'une aide, même accrue. Laissons de côté ce que nous savons de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide. Ne nous satisfaisons pas d'incriminer des États corrompus ou des institutions corrompues. Reconnaissons plutôt le courage et le dévouement trop solitaire de nos confrères et de leurs équipes qui persévèrent sur des terrains hostiles à bien des égards où nous-mêmes aurions cédé. Ce soir, je vous propose une interprétation alternative. Je crois à la puissance déterministe sur le long terme de décisions prises à la hâte à un moment de l'histoire. Comment ces décisions ont-elles été prises?
Lors de la création de l'Office européen de coopération économique, ascendant de l'OCDE au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le développement est pensé comme une application immédiate et un résultat obligatoire de la croissance économique. Ce que l'Europe semble avoir réussi avec l'appui du plan Marshall. Presque 20 ans plus tard, John Kennedy, puis son successeur avec le président de la Banque mondiale, Robert McNamara, croient en la même méthode pour le tiers-monde. À la fin du siècle, on ne parle du développement qu'en termes de réduction de la pauvreté. Cette connotation palliative des politiques atteint son paroxysme dans la déclaration du millénaire, dont sont issus les 8 objectifs pour le développement, les OMD. En confiant à Jeffrey Sachs la commission macroéconomie et santé, le souci de la directrice générale de l'OMS, à l'époque Gro Harlem Brundtland, est de mobiliser en urgence des financements pour réaliser les OMD de la santé. La plaidoirie de Jeffrey Sachs était-elle indispensable ? La Banque mondiale nous avait convaincus depuis près de 10 ans qu'il était pertinent d'investir dans la santé pour accélérer le développement, en particulier en Afrique, parce qu'un individu bien portant est économiquement plus productif. À la veille du millénaire, le prix Nobel d'économie Amartya Sen nous redit, je cite, qu'il n'est pas nécessaire d'instrumentaliser la santé pour établir sa valeur, c'est-à-dire d'essayer de montrer qu'une bonne santé peut également contribuer à la croissance économique. Selon Sen, en augmentant le degré de liberté, la santé est en soi le développement économique. Plus souvent que le niveau de richesse, ce sont en fait les inégalités économiques qui sont associées à un faible état de santé. Sans oublier les médecins hygiénistes français qui vont jusqu'à se lancer dans la carrière politique, nous dit Gérard Jorland, pour faire voter une législation sanitaire couronnée par la loi de santé publique de 1902. Saluons la fidélité et l'excellence britannique à décrire les effets de la violence structurelle sur la santé, depuis les travaux de Sir Edwin Chadwick au XIXe siècle, les Whitehall Studies à la fin des années 60, jusqu'aux recommandations récentes de Sir Michael Marmot. Social injustice is killing people on a grand scale, nous assène le président de la commission de l'OMS sur les déterminants sociaux de la santé. En relisant par ailleurs l'historique de la réponse américaine à la pandémie de sida, il me semble avoir trouvé une des clés de ce que je cherchais. La disproportion et la précipitation de financement alloués au contrôle de maladies infectieuses trouvent des éléments d'explication dans la peur qui habite l'Amérique, au point que Peter Stearns y a consacré un ouvrage, nous dit Dominique Moisy. Lorsque Bill Clinton est résident à la Maison-Blanche, il publie en 1996 une directive présidentielle appelant à une stratégie des États-Unis davantage centrée sur les maladies infectieuses. L'ampleur dans le monde, ce qui concourt à leur propagation, leur retentissement économique, la mobilité des populations et la croissance de mégapoles sont autant de sujets de préoccupation soucieux de sécurité nationale. Notons que le Institute of Medicine, instance de référence scientifique pour la politique américaine, publie l'année suivante un rapport où s'intéresser à la santé mondiale est présenté comme l'intérêt vital des États-Unis. America's Vital Interest in Global Health. Ce n'est pas tout. N'est-ce pas surprenant de comprendre que sur la période 1999-2008, les services secrets eux-mêmes s'emparent du sujet. En 10 ans, le National Intelligence Council, le comité national de réflexion stratégique du gouvernement américain, qui coiffe les agences de renseignement, publie 6 rapports sur des sujets exclusivement de santé mondiale. Pour la première fois, la maladie est présentée comme, je cite, un agent non traditionnel de menace pour la sécurité américaine, d'autant que l'armée en divers points du monde est exposée. Marcel Merlin ne nous avait-il pas prévenu qu'à la guerre, les maladies tuent plus que les armes ? Les désastres sanitaires conduisant à des échecs militaires ne sont pas exceptionnels. Gérard Jorland se souvient que la variole avait tué plus de 22 000 soldats français pendant la guerre de 1870. Les troupes sont décimées lors de l'expédition du général Leclerc à Saint-Domingue en 1802 ou de la conquête de Madagascar en 1895. Nous avions été frappés à notre tour des données de l'année 98. Cette même année, 200 000 personnes tombaient au combat pendant que le sida tuait plus de 2 millions de personnes dans le monde. La publication l'année suivante, en 1999, par le ministère de la Défense en Afrique du Sud, de taux élevés de prévalence d'infection à VIH chez les militaires de nombreux États d'Afrique
alarme les autorités sud-africaines et les services secrets américains. Les capacités de défense nationale seraient vulnérables à des conflits internes ou externes et de nombreux pays renchéris International Crisis Group ne seront bientôt plus en mesure de contribuer aux opérations de maintien de la paix. Dans ce contexte, les relations géopolitiques entre les États-Unis et l'Afrique du Sud, entre leur ministère de la Défense et entre leurs services secrets, vont conduire la communauté internationale jusqu'à New York. Ce mouvement pourrait bien être une illustration de ce que Frédéric Ramel appelle l'attraction mondiale. Le 10 janvier 2000, le Conseil de sécurité, pour la première fois de son histoire, inscrit à l'ordre du jour de ses réunions un thème non traditionnel de paix et de sécurité. Le titre de l'ordre du jour, la situation en Afrique, l'impact du sida sur la paix et la sécurité en Afrique. Le vice-président Al Gore préside la matinée, l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU, Richard Holbrooke, l'après-midi. Vous noterez la forte présence américaine devant les 15 États membres du Conseil de sécurité. La déclaration d'engagement sur le sida par laquelle l'Assemblée générale des Nations unies encourage la création, je cite, en urgence d'un Fonds mondial pour le sida et la santé est adoptée l'année suivante, en juin 2001. Notez que cette résolution appelait bien à la création d'un Fonds santé et sida. En pratique, grâce aux États du G8 mobilisés par le secrétaire général Kofi Annan, ce fonds verra le jour, mais se limitera à cibler 3 maladies, le sida, la tuberculose et le paludisme. Héritant de la dynamique qui précède, le président George Bush obtiendra du Congrès un financement sans précédent en faveur de la lutte contre le sida au travers du programme PEPFAR. La visibilité du sida en tant que menace sanitaire donne le pouvoir au président de mobiliser les prérogatives budgétaires de sa fonction et de passer outre un Congrès plutôt indifférent. PEPFAR, US President Emergency Program for AIDS Relief, dont les termes mêmes Emergency et Relief empruntent au vocabulaire de l'assistance et par là annoncent la nature verticale de l'intervention. Ainsi, humanitaire et développement se côtoient, ce que l'ancien président de Médecins sans frontières, Jean-Hervé Bradol, met en perspective des étapes géopolitiques du XXe siècle. Meadover, de son côté, nous fait remarquer qu'aucun des leaders internationaux n'a relevé la double contradiction entre, d'un côté, le caractère temporaire de l'aide humanitaire et l'engagement permanent qu'implique le financement de traitements à vie pour les patients atteints de sida, et de l'autre, le fait que la pérennité étant un critère d'allocation de l'aide, les gouvernements avaient jusque-là privilégié la prévention des maladies plutôt que les traitements. Meadover est l'un des rares chercheurs à alerter les politiques sur l'échec de la prévention du sida, Prevention Failure, ce que Jean-Pierre Deschamps a eu le courage de soutenir dès les années 90. Le véritable défi aujourd'hui est de maîtriser les nouvelles infections chez les jeunes, en particulier les jeunes filles. N'est-ce pas ironique de se rendre compte que pendant que les États-Unis mettaient tout en œuvre en 2000 et en 2001 pour se protéger des menaces sanitaires, c'est le terrorisme qui a frappé, comme jamais, le peuple et le sol américain, une menace classique pour les services de renseignement. L'attentat contre le World Trade Center est perpétré le 11 septembre 2001. L'Amérique a peur du communisme, des maladies, des terroristes. Lorsqu'en juillet dernier, un journaliste demande au directeur du NIC ce qui le maintient éveillé la nuit, James Clapper répond « What does keep me awake at night is the things I don't know about ». Restreindre le champ de l'inconnu est bien au cœur des missions de renseignement. Dans ce paysage, les risques sanitaires véhiculent des incertitudes à l'origine de décisions peu rationnelles. Nous l'avons vu lors de l'émergence des épidémies de SARS, H5N1, H1N1. La peur a un coût. Les responsables politiques se servent peu des savoirs historiques et évaluatifs à leur portée. Pas toujours de la science. En réfléchissant à l'instantanéité générée par les effets combinés des technologies de l'informatique et de la communication, le politologue Zaki Laïdi nous explique que l'acteur public n'agit plus, il réagit. C'est bien l'accélération qui est souhaitée par Jeffrey Sachs, la rapidité, urgence, emergency qui guide l'action de créer un G7, le Fonds mondial, le PEPFAR.
l'examen de ce qui a pu façonner les politiques sanitaires au cours du temps nous permet de dégager 3 métaphores pour la santé mondiale: économique, diplomatique et sécuritaire. Vous observerez que nous n'avons pas encore parlé de charité ou même de santé publique, 2 dimensions qui, d'après David Stuckler et Martin McKee, complètent les 5 métaphores des politiques de santé mondiale. Admettons que le souci de solidarité motive aussi les pays riches. Si Kofi Annan emporte l'adhésion des États du G8 à Okinawa puis à Gênes pour financer le Fonds mondial, c'est aussi parce que l'homme originaire du Ghana est profondément ému par le retentissement humanitaire du sida en Afrique, il le dira lui-même. Richard Holbrooke était un homme sensible aux questions humanitaires, nous assure Alain de Jamet, présent à cette réunion du Conseil de sécurité en janvier 2000 et présent ici ce soir. N'est-ce pas un honneur et un clin d'œil de l'histoire de vous avoir retrouvé, monsieur l'ambassadeur de France à l'ONU? La santé publique semble occuper le dernier rang sur l'échelle hiérarchique des métaphores, ce qui nous inspire une autre étiologie au fait que les systèmes de santé fassent si peu partie des priorités des pays et des bailleurs de fonds. La notion de sécurité en politique va de pair avec l'urgence et le contrôle de maladies transmissibles, plutôt qu'avec une approche holistique de long terme qui exige le renforcement d'institutions techniques et managériales. L'Afrique intéresse-t-elle les pays occidentaux? Selon Harley Feldbaum, l'Afrique subsaharienne ne représentait pas un enjeu géopolitique pour les États-Unis avant les attentats, qui soulignent la menace que font peser les failed states sur la nation américaine. La stratégie de la Maison-Blanche en 2002 note que America is now threatened less by conquering states than we are by failing ones. Les attentats terroristes qui touchent à son tour le cœur de Londres en 2005 obligent Tony Blair à rentrer du G8 de Gleneagles, qui s'apprête justement à promettre le doublement de l'aide à l'Afrique. Serons-nous étonnés d'observer que cette promesse ne fut pas tenue? La compréhension de ces phénomènes est d'autant plus opportune que de nouveaux objectifs pour le monde après 2015 sont en préparation, que notre regard pourrait s'appliquer à d'autres thématiques globales. Le développement est présenté comme l'un des 3 piliers du développement durable. Un des risques de cette assimilation est de perdre de vue une nouvelle fois les spécificités d'approche que requiert le renforcement de capacités institutionnelles des pays pauvres qui ne relèvent pas de sujets communs, environnementaux ou mondiaux. Mesdames, Messieurs, nous sommes presque au bout de ce petit tour d'horizon historique et géographique qui nous rappelle en passant la position centrale qu'ont occupé la France et l'Europe en santé internationale à plusieurs moments. C'est le gouvernement français, dit Jardel, qui organise la concertation à l'origine de la première conférence sanitaire invitée à se réunir à Paris. Les contributions de nos confrères français, britanniques, italiens et allemands aux grandes découvertes biologiques tropicales du XIXe siècle sont couronnées de plusieurs prix Nobel. Certes, l'installation en 1902 du Bureau sanitaire international des États américains précède de 5 ans celle de l'Office international d'hygiène publique à Paris, qui deviendra l'OMS après. En réduisant depuis 10 ou 15 ans l'aide bilatérale, sanitaire et sociale en faveur de l'Afrique francophone, la France et l'Union européenne n'ont-elles pas pris le risque d'ajouter à la précarité un facteur de déstabilisation politique de la région? Le rapport du NIC sur les implications stratégiques de la santé mondiale prévenait dès 2008 que les acteurs non étatiques, comme les terroristes ou les seigneurs de guerre, gagnent en légitimité, en pouvoir et en envergure locale et internationale en fournissant des services que les gouvernements ne proposent pas. Les peuples peuvent bien applaudir aux déclarations de droit, ce qu'ils veulent, disait David Mitrani, c'est la satisfaction de leurs besoins. Servir les intérêts américains, contribuer à un nouvel ordre mondial sont les maîtres mots de la stratégie de Barack Obama en 2010. À l'issue d'une décennie marquée par la guerre sur les théâtres d'Afghanistan et d'Irak, il s'agit, je cite, de restaurer le leadership américain à l'étranger, y compris pour relever les défis liés au contrôle des épidémies expressément mentionnés dans la stratégie.
Lorsque le gouvernement américain annonce en juillet dernier la création de The Office of the Global Health Diplomacy, du département d'État, il affirme prendre le leadership. We have made a recommendation to shift our focus from leadership within the US government to global leadership by the US government. Du partnership relevant de la gouvernance surgit le leadership géopolitique. Les États-Unis ont bien compris, poursuit Georges Soutou, qu'au fond, la véritable puissance aujourd'hui, c'est de pouvoir jouer dans les deux sphères, l'interétatique et la transnationale. Le rapport le plus récent du NIC, publié il y a 2 mois, traite des défis du monde d'ici à 2030. Global Trends, Alternative Worlds. Le document anticipe une répartition multipolaire de pouvoir, tout en se souciant du rôle central que devraient jouer les États-Unis dans le nouveau système international. Le monde semble bel et bien gouverné, voire dirigé par les intérêts politiques, diplomatiques, sécuritaires et économiques américains. Il ne tient qu'à la France de se réconcilier avec son histoire européenne et africaine et à l'Union européenne de prendre la place qui est la sienne dans le monde en faveur de la paix et du développement. Avant de nous séparer, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de partager avec vous quelques propos. Tout d'abord sur la maternité. La communauté internationale admet volontiers que la santé des femmes enceintes a reçu peu d'attention des milieux politiques et financiers, même si le secrétaire général Ban Ki-moon, cette fois, en fait une priorité au sommet du G8 à Muskoka en 2010. De nos expériences sur le terrain, nous savons que les parturientes sont parmi les patients les plus maltraités. Attitude que les anthropologues Jean-Pierre-Olivier de Sardan et Yannick Jaffré qualifient de médecine inhospitalière. À la maternité, ne sommes-nous pas pourtant au cœur des problématiques philosophiques qui inscrivent l'homme dans la vie et dans le monde? Ce mépris parfois jusqu'à la mort de la mère et de l'enfant n'est-il pas le reflet de la tolérance des sociétés à la condition des femmes? J'ai une pensée ce soir pour les femmes afghanes pashtunes que j'ai soignées au Pakistan, réfugiées dans la région de Quetta du temps de l'invasion soviétique en Afghanistan. Prétendant une demande de soins, c'est une écoute et un réconfort moral que ces femmes venaient chercher sous la tente d'Action contre la faim, installée dans le désert du Baloutchistan près de la frontière afghane. Il semble que nous n'accordions pas la même valeur à tous les humains. À la lecture de l'ouvrage de Jean-Pierre Derriénic sur les guerres civiles, Pierre Asner est stupéfait de discerner, je cite, « la valeur différente attachée par les grandes puissances à la vie de leurs nationaux et à celle des autres humains, en particulier du tiers-monde. » Mon deuxième point tourne autour de la question de savoir ou penser. Que ce soit sur le terrain ou à l'échelle politique internationale, garder une certaine indépendance d'esprit, d'analyse et de parole nous est difficile. L'immunité diplomatique semble induire une immunité intellectuelle qui anesthésie la condition d'un esprit curieux et scientifique, le dialogue à partir de l'expérience, en somme une pensée critique dont Henri Bergson disait qu'elle était propice à des comportements responsables. Autorisés à penser autrement, ici et là-bas, nous gagnerions des décennies. Quels que soient les enjeux globaux, l'avenir de l'humanité dépend des idées des femmes et des hommes et de l'avènement d'esprits stratèges. De là vient mon inspiration à intéresser aux politiques sanitaires mondiales les futurs diplomates et journalistes, hommes d'affaires ou dirigeants, formés à Sciences Po. Ma gratitude est infinie envers Francis Verrillo et Hassan Salamé et leurs équipes qui ont soutenu avec conviction cette initiative, que nous n'avons réalisée qu'avec une équipe réunissant nos collègues en France, en Belgique et aux États-Unis de plusieurs institutions. Enfin, mon troisième point s'intéresse à un paradoxe plus inquiétant. Nous avons vu que les modalités innovantes de financement du développement dématérialisé se passent de la relation humaine. Les réalités des personnes pauvres, reconnaissons-le, sont devenues des abstractions depuis les capitales occidentales. Ainsi, la mondialisation s'accompagne d'un mouvement paradoxal d'expansion du monde qui éloigne et dilue les hommes dans l'espace de la connaissance au fur et à mesure que les technologies les rapprochent dans le temps au travers des écrans numériques.
Nous échangeons des représentations plutôt que de lettres, s'inquiète la philosophe Monique Castillo. Derrière les anonymes conjugués au pluriel, distinguons-nous des visages, des parcours individuels, des personnes comme nous. Si près, si loin, qu'avons-nous en commun? Notre vulnérabilité, notre faiblesse, notre liberté, notre force. Liberté et souveraineté sont nos armes les plus puissantes à opposer aux lobbies industriels, alcooliers et alimentaires, et aux narcotrafiquants dont nous sommes autrement les jouets. Ce qui précisément constitue la santé de chaque individu, nous dit Ivan Illich, c'est son autonomie personnelle. Proposition assez éloignée de l'omerta qui assujettit encore souvent le colloque singulier du médecin avec son patient. Nous pourrions rapprocher némésis médicale de la prescription d'une attitude herméneutique à l'égard de soi-même et du souci de soi des philosophes de l'Antiquité. Selon Michel Foucault au Collège de France en 1981, Socrate interpelle les patients et leur dit « Vous vous occupez de vos richesses, de votre réputation et des honneurs, mais de votre vertu et de votre âme, vous ne vous préoccupez pas. » Plutarque et Sénèque croient en l'appropriation et l'assimilation d'une vérité donnée par un enseignement, une lecture, un conseil. Considère ce que tu es, dit Épictète. Confrontés parfois à l'impuissance que nous infligent les hommes et femmes insensibles à ce qu'ils savent des risques, de contracter un virus mortel, de sombrer dans une addiction, il nous faut du temps pour comprendre, grâce aux propos de Foucault sur la spiritualité, que la vérité n'est pas donnée au sujet par un simple acte de connaissance, mais qu'il faut que le sujet devienne autre que lui-même, dit-il, pour avoir droit à avoir accès à la vérité. Ainsi, l'idée d'accompagner dès l'enfance une démarche personnelle, un mouvement de réminiscence permettant de retrouver, je cite le philosophe, une vérité cachée au fond de soi, nous paraît plus prometteuse à l'émancipation d'une attitude que je dirais vivante à l'égard de soi, à l'égard des autres, à l'égard du monde. Les lois de santé publique en France s'intéressent aux usagers des services de soins. C'est un progrès indéniable. Néanmoins, n'est-ce pas restrictif? Des territoires plus vastes se dessinent entre le citoyen, l'État et les soignants, suivant une micro-géopolitique parfois redoutable. Le problème de l'affectation sociale des ressources économiques, nous dit Amartya Sen, ne peut être dissocié du rôle que peuvent jouer une politique de participation et un débat public éclairé, et de l'action de tout un chacun pour faire changer les choses dans le sens d'une protection de notre existence et de nos libertés. Mesdames, Messieurs, je n'ai fait qu'effleurer l'écume des choses. Tout reste à explorer des liens entre géopolitique mondiale et la santé des pays pauvres, entre la vérité du sujet et le libérer des fers de l'addiction. Selon Norbert Elias, découvrir les liens là où l'on ignorait qu'il en eut, voilà la tâche centrale des recherches scientifiques. Je discerne un peu mieux maintenant ce que pourraient être les hypothèses de recherche sur la santé mondiale. Serions-nous à l'aube d'une nouvelle science? Ainsi restons-nous fidèles à Merleau-Ponty, pour qui le Collège de France, depuis sa fondation, est chargé de donner à ses auditeurs non pas des vérités acquises, mais l'idée d'une recherche libre. Géopolitique, politique étrangère et diplomatie de la santé mondiale sont les thèmes des enseignements et du colloque que la chaire et mes illustres invités vous proposent cette année. Avant de nous séparer, saluons la mémoire de Jacqueline de Romilly, première femme élue professeure au Collège de France. C'était en 1973, il y a 40 ans exactement. Très sincèrement, je crois que rien ne m'avait préparé à être invitée à rejoindre l'Assemblée des professeurs du Collège de France, présidée par Serge Haroche, prix Nobel de physique. Mais cela me fait tout de même très plaisir. Philippe Kourilski, merci. Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous remercie.